Inscrit au niveau de l'axe 7 du programme d'action du gouvernement relatif au renforcement du développement équilibré et durable de l'espace national de révision de la politique forestière du Bénin, a pour ambition de renforcer et de préserver davantage l'environnement et la résilience face au changement climatique. Celle-ci, décrétée le 4 juillet 1935 sur une approche dirigiste et revue dans la loi 93-009 du 2 juillet 1993 par une approche participative présente d'importants problèmes. Cette dernière persiste plus de 3 décennies après son adoption malgré les efforts des gouvernements successifs. C'est donc pour faire face de manière efficace à ceux-ci et relever les défis les plus prononcés du secteur forestier que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a décidé de doter le Bénin d'une politique forestière. Elle orientera le pays à faire face aux menaces croissantes dues au changement climatique et à l'insécurité, mais aussi à intégrer de nouvelles directives en matière de gestion durable des forêts. La mise en place d'une telle politique est confiée à la Direction générale des eaux, forêts et chasse. La Direction générale des eaux, forêts et chasse est l'une des plus vieilles administrations de notre pays. Elle a été créée en 1938. Précisément le 23 juillet 1938, par arrêté numéro 2438, signé du gouverneur général de l'Afrique occidentale française. La devise des eaux, forêts et chasse, c'est environnement, économie, sécurité. Malgré son cadre juridique assez riche, la mise en œuvre de la politique forestière du Bénin se heurte à certains écueils et il est devenu indispensable pour les acteurs du secteur de penser à la mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire pour faire face aux nouveaux enjeux et exigences de l'administration forestière. En 2020, au nom de la désassimilation, l'administration des eaux, forêts et chasse a connu un nouveau statut. C'est la loi 2020-18, loi numéro 2020-18, du 3 juillet 2020. Cette loi a le mérite, je vais le dire, de prendre en compte certaines faiblesses de la loi 2015-20, mais aussi d'innover sur plusieurs plans. La loi portant régime des forêts, date de plus de 30 ans. Donc, ça fait déjà 30 ans que nous appliquons cette loi et ça a eu le temps de révéler certaines insuffisances qu'il faut rapidement solutionner. Donc, il était question aussi de prendre ces éléments-là en compte pour essayer de mettre à jour l'arsenal législatif qui encadre donc la gestion des forêts. En février 2023, notre pays s'est doté d'une nouvelle politique, d'un nouveau document de politique forestière pour un peu prendre en compte les nouveaux enjeux auxquels le secteur forestier est confronté. Alors, lorsqu'on a adopté ce nouveau document de politique, il s'est avéré nécessaire, de mettre aux normes donc le cadre législatif, de manière que les nouvelles orientations qui sont contenues dans le document de politique soient, opérationnalisées et de manière vraiment à pouvoir les appliquer sur le terrain. La première orientation, c'est l'instauration d'une culture de gestion durable et de préservation des espaces forestiers. La deuxième orientation, le renforcement de la résilience du secteur forestier des communautés à la base. Et la troisième orientation, c'est l'amélioration de la surveillance et de la sécurisation de nos massifs forestiers. Face au risque de disparition de certaines espèces et au défi de la disponibilité des ressources naturelles, l'État béninois a élaboré une politique forestière et de reboisement conforme à ces nouvelles dispositions juridiques. Cette politique définit clairement les orientations stratégiques, mais également la vision de l'administration forestière. Il y a eu beaucoup de réformes qui sont l'œuvre du président Talon, puisque ces réformes ont commencé en 2016
par un certain nombre d'activités et se poursuivent jusqu'à maintenant. Elles concernent essentiellement l'élaboration de notre politique forestière. Concrètement, elle s'est appuyée sur le diagnostic qui a été fait par rapport à l'ancienne politique forestière. Au niveau de la gouvernance des ressources, que ce soit la gouvernance des ressources humaines ou la gouvernance des ressources naturelles, il y a eu des faiblesses. Il y a eu également des faiblesses par rapport à la prise en compte du domaine protégé. La politique de 92 a mis l'accent ou disons, eu des activités, a prévu des activités, notamment dans le domaine classé de l'État, en sous-estimant ou en mettant un peu à l'écart le domaine protégé. La nouvelle politique forestière a mis le zoom sur le domaine protégé pour le valoriser davantage, puisque plusieurs activités se déroulent au niveau de cet espace-là. Ainsi, la programmation des activités au sein de la DGEFC suit cette politique forestière rigoureusement élaborée et mise à jour, suivant les besoins du secteur forestier. Le gouvernement béninois, à travers la Direction générale des eaux, forêts et chasses, accorde une place de choix pour l'aménagement des forêts sur l'étendue du territoire national. En termes d'aménagement de forêts, il faut dire qu'on était à une situation où on avait environ 16 massifs qui étaient dotés de plans d'aménagement. Et ces massifs forestiers, leur plan d'aménagement venait aussi à échéance. Et donc, la plupart de ces massifs forestiers avaient, au niveau du domaine classé, la plupart de ces massifs forestiers avaient leur plan d'aménagement qui venait à échéance. Et nous avions rapidement anticipé pour réviser les plans d'aménagement. Ce qui fait que l'essentiel de ces plans d'aménagement qui venaient à échéance ont été actualisés avec le projet forêt classée Bénin. Ce qui fait que tous ces plans d'aménagement ont d'ailleurs été approuvés par le Conseil des ministres. Donc nous sommes à une situation où la majeure partie de nos forêts classées est actuellement dotée de plans d'aménagement actualisés. Et dans ces plans d'aménagement actualisés, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on n'avait pas pris en compte, notamment les changements climatiques, qui sont intégrés maintenant dans les nouveaux plans d'aménagement. Et il y a beaucoup d'autres outils, notamment le suivi écologique, qui n'était pas suffisamment développé dans les plans d'aménagement passés, qui ont été intégrés. Et voilà, ça fait un peu de l'innovation dans les plans d'aménagement révisés. Ce qui a été réalisé fondamentalement, c'est la reconstitution du couvert végétal. Je le situe en deux niveaux. D'abord, la forêt classée de Dan, qui a été vraiment dégradée et qui a été prise en compte par le projet forêt classée, qui a commencé ses activités en 2020. De 2020 à 2023, nous avons reconstitué plus de 90% de l'espace qui était dégradé. Et ça, c'est un grand pas. Même dans les agglomérations, le gouvernement béninois adopte une politique forestière remarquable. La foresterie urbaine, initiée grâce au projet asphaltage, cette ambition de verdir l'espace public n'est pas anodine. À l'instar des voies publiques, le gouvernement béninois s'intéresse également au verdissement des plages afin de rendre ces lieux plus attractifs, mais surtout plus vivables. Pour la foresterie urbaine, vous savez, ce qui se fait, c'est une nouvelle initiative. On n'en était pas habitué, mais on se rend compte que c'est une très bonne initiative parce qu'on a fait confiance à un certain nombre d'entrepreneurs privés et nous sommes aussi là pour regarder ce qui se fait par les entreprises qui sont sélectionnées. Le reboisement de la plage, c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant que ça. C'est le verdissement de toute la bande côtière du Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de reverdir toute la bande côtière du Bénin en cocotier. Et l'exemple palpable, c'est ce que tous les Béninois voient lorsqu'ils vont aujourd'hui au niveau de nos plages de Cotonou et de Calavi. Et on constate que nous avions installé des plantations de cocotiers. Et ça, c'est la volonté du chef de l'État
que nous tenons à saluer. C'est lui qui a eu souci de verdir notre côte et ceci se fait sous le contrôle technique de l'administration forestière. Même si l'habitude de reboisement, qui est une problématique importante dans le secteur forestier, était déjà ancrée dans le quotidien des Béninois, la nécessité de s'y mettre s'est illustrée davantage à partir de 2016. Il y a eu beaucoup de grands pas qui ont été faits. Que ce soit par la Direction générale des eaux, forêts et chasses, stricto sensus, ou bien par des projets qui sont hébergés à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Je dirais pour le compte de 2022, par exemple, plus de 15 000 hectares de plantations ont été réalisés. Si nous nous projetons en 2015-2016, nous avions déjà toujours l'habitude du reboisement parce que c'est depuis 1985 que nous avions institué la journée nationale de l'arbre suivie du lancement de la campagne nationale de reboisement. Donc ce faisant, il y a que les politiques nationales qui ont été développées jusque-là embrassent quand même la question du reboisement pour régler les difficultés de l'heure. Parlant de reboisement, il s'agit pour nous de surtout planifier déjà au niveau avec tous les autres projets, quelles sont les ambitions, les objectifs de reboisement sur l'étendue du territoire national pour pouvoir atteindre les objectifs de verdissement du pays. Et lorsque nous avions fini cette planification, nous sommes maintenant à l'opérationnel aux côtés de tous ceux qui font le reboisement. En ce moment, depuis 2020, est mis en place au niveau du département un grand projet de reboisement initié par le gouvernement et appuyé par la Banque mondiale. Et ce grand projet est mis en œuvre par les cellules techniques d'aménagement forestier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui déjà depuis 2020 jusqu'en 2023 ont déjà reboisé plus de 14 000 hectares de plantations d'acacia, dont plus de 1000 hectares d'essences autochtones. 2021, nous avons fait 850 hectares. 2022, nous avons reboisé 1550 hectares. 2024, où ça a régressé, nous avons fait 81 hectares. Pour au total 4400 hectares de plantations réalisées de 2020 à 2024. Et là, je suis au niveau de nos projets, je suis au niveau des projets de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Donc ainsi, nous accompagnons techniquement la préparation matérielle du reboisement, nous accompagnons la mise en œuvre du reboisement et nous faisons aussi le suivi technique pour s'assurer que tout ce qui a été mis en terre va pouvoir nous permettre d'avoir des résultats escomptés. Contribuant énormément à l'économie et au bien-être social des Béninois, l'administration forestière accorde une attention singulière au reboisement. Elle procède notamment à des campagnes de sensibilisation, mène des actions de plantation sur le terrain et procède au suivi de la ressource pour s'assurer de sa bonne exploitation et de sa disponibilité. Les parcelles sont implantées par les agents forestiers. Et après que des groupes qui ont été spécialisés, qu'on a organisés pour l'opération de reboisement et nettoyer le terrain, défricher, faire l'abattage et faire le dégagement. L'équipe des forestiers maintenant procède à l'implantation des lignes de base pour le piquetage. Avant la réalisation de ces plantations, nous passons d'abord par la phase de pépinière. Il y a production plan avec toujours les groupements identifiés à l'intérieur de la population. Et nous faisons globalement, nous produisons plus le Acacia auriculiformis. Mais étant donné que nous sommes dans la forêt classée,
nous avons produit aussi les essences autochtones. Pour cette année, j'ai produit 152 000 plants, Acacia Tech, tous les centres confondus, qui sont déjà enlevés et déjà servis à planter, à regarder. Parce que cette année, on n'a pas fait de nouvelles plantations, on a fait le regarnissage. Nous intervenons par des groupes sociaux communautaires sur les activités de reboisement et qui se déclinent en des activités de défrichement, de mise en terre et d'entretien de nos plantations. La collaboration elle est très parfaite parce qu'on se sent à l'aise et nous donne assez de temps et on discute avec eux sur les modalités de paiement. Depuis la production des plants jusqu'à la mise en terre, chaque producteur ou reboiseur est payé par transfert direct et en fait ce qu'il veut. L'administration ne s'en mêle pas. Ce que nous apprécions beaucoup dans ce projet est le mode de paiement. Mobile Money, où le bénéficiaire, depuis sa chambre, peut recevoir le montant qui correspond à l'activité qu'il a exécutée dans les activités d'aménagement de la forêt. Quand j'étais venu, la première année, les gens viennent te voir. Maman, tu peux me trouver 500, tu peux me trouver 1000 francs. Quand on va faire l'empotage, tu vas enlever ça dedans. Mais depuis, surtout cette année, je n'ai pas eu ça. Il y a des bonnes dames qui ont dit, ah maman, mon enfant, je l'ai libéré, mon enfant, j'ai payé ici pour mon enfant est allé à l'université, mon enfant est allé à Savin. Donc, c'est déjà des impacts positifs. Des hommes aussi, dans le milieu de travail avec moi, se sont achetés des motos, des tricycles. Donc, je crois qu'ils ne se plaignent pas trop. Face aux nombreux chantiers entrepris par le gouvernement et l'urgence de disposer d'une ressource en bois importante, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a pris des mesures très fortes. Ainsi, faisant suite à sa politique de reboisement, le Bénin a également agi sur l'exportation du bois dont l'État, avant 2016, n'était pas des plus reluisants. Au niveau de l'exportation des produits forestiers, il y a effectivement des pratiques qui étaient en cours qu'il fallait améliorer. Donc, de façon concrète, la décision du gouvernement de suspendre l'exportation de certaines espèces à l'époque est salutaire parce que il a été observé que certaines espèces comme le Pterocarpus, ce que nous appelons Kosso, la Phuzelia, que tout le monde connaît, l'Iroko, le Caïcédra, pour ne citer que ces espèces-là, qui sont des espèces de forêt naturelle, étaient, j'allais dire, exagérément exploitées. Depuis 2016, dès que le nouveau gouvernement a pris fonction, vous savez que toutes les procédures d'exportation ont été revues, puisque avant 2016, il y avait du bois naturel de nos forêts formations naturelles qui allait à l'extérieur. Et cette exportation qui se faisait en ce temps, c'était beaucoup plus ou moins de façon anarchique, ça ne suivait pas les règles de l'art. Donc très tôt, le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Le gouvernement a suspendu l'exportation des produits forestiers qui provenaient de nos formations naturelles. Et après ça, il y a eu un décret 2017 qui est sorti pour réguler un peu, beaucoup plus ou moins, ce secteur. Et c'est beaucoup plus lié aux essences qui doivent maintenant faire partie de l'exploitation. On a revu les taxes et les redevances. On a défini un peu quelles sont les catégories de produits qui peuvent aller à l'extérieur. Et ça a permis un peu de réguler le secteur. Il y a aussi les transformateurs, les usagers du secteur, qui ont été associés beaucoup plus à cette réforme-là et qui nous a permis beaucoup plus de réguler le secteur. Très utilisé dans les ménages béninois, l'énergie bois agit intensément sur les ressources en bois. La demande en bois énergie, je veux dire charbon et bois de feu, est très forte. Et à mesure que la population augmente, cette demande augmente également. Il fallait donc trouver une réponse à cette demande pour réduire un tant soit peu la pression sur la forêt naturelle. Parmi les formes d'énergie utilisées, c'est la biomasse énergie qui est la plus utilisée au Bénin. Et vous en savez, quand on parle de biomasse énergie, c'est toutes les énergies qui sont liées à la végétation. Donc on parle du bois énergie,
on parle des énergies ou de la biomasse qui provient des déchets agricoles, même les sous-produits du bois qui produisent des formes d'énergie, tout ça là est comptabilisé dans la biomasse énergie. Alors, lorsque nous attendons un peu aussi, même déjà au niveau de nos ménages, on s'aperçoit aujourd'hui que environ 78% des ménages utilisent toujours le bois énergie comme première source d'énergie. Et sur le plan économique, ça, je ne vous démontre rien. On a fait une évaluation, on a observé quand même aussi qu'il y a près de 4 000 à 5 000 qui sont employés dans les chaînes de valeur liées au bois énergie. Alors vous voyez déjà quelle est beaucoup plus la grandeur, l'importance alors de la biomasse énergie sur le plan national. Les 3 axes stratégiques au niveau desquels la direction technique essaie de gérer durablement les ressources naturelles aujourd'hui. Le premier, c'est beaucoup plus l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le second, c'est l'amélioration de la productivité. Vous savez, lorsque vous récoltez et que vous ne compensez pas cette récolte-là à travers une élévation de la productivité, là, vous disparaissez. Et maintenant, le troisième axe stratégique, dès que vous améliorez l'efficacité et que vous développez des moyens pour rendre la productivité plus élevée, il faut maintenant que les tests réglementaires soient beaucoup plus ou moins adéquats avec l'évolution actuelle de la population. Le commerce de produits forestiers est réglementé. On ne s'improvise pas. Donc les dispositions pour faire le commerce existent. D'accord? Et première chose, c'est qu'il faut être agréé. Donc ça suppose qu'il faut faire des formalités, payer des impôts, faire tous les papiers. Et là, vous êtes reconnu commerçant de produits forestiers. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, tout le monde, parfois même c'est des motos. Les motos, vous allez voir 3, 4, 5 sacs de charbon attachés, et ainsi de suite. Donc, l'administration forestière a cette mission-là, d'abord d'expliquer et, disons, de discipliner les usagers. Donc, à l'occasion des sorties, disons, de la brigade mobile, il y a pas mal de situations, donc de situations illégales qu'on est amené à gérer. Donc ces véhicules-là sont généralement arraisonnés. Tout à l'heure, quand vous allez sortir, vous allez voir sur notre cour des sacs de charbon. Donc c'est les résultats de ces opérations-là. Voilà, ces usagers, c'est vrai, l'administration forestière, souvent on le dit, contrairement aux autres forces, c'est cette force-là qui parle beaucoup. Parce que nous traitons avec, disons, sur une matière qui est au contact du quotidien des populations. Donc, il faut beaucoup parler, sensibiliser avant vraiment d'appliquer la loi dans sa rigueur. Quand les produits sont regroupés ici, les commerçants et commerçantes viennent s'approvisionner pour les convoyer vers les grands centres qui consomment ces charbons de bois. Et avant d'avoir les produits qui sont ici, les communautés sont organisées. Ils ont plusieurs structures. Il y a la structure qui s'occupe de la forêt, en général, c'est ça qu'on appelle structure de cogestion. Il y a la structure qui s'occupe des forêts classées. Et sur ce site que vous voyez, il y a des gens qui s'occupent de la carbonisation. Quand ils font la carbonisation dans les lieux qui sont délimités pour recevoir les commerçants, ils convoient les produits sur ce site. Et lorsque le produit est venu ici, maintenant, l'usager qui doit convoyer ça vers Cotonou se rapproche de l'administration forestière pour s'annoncer. Et préalablement, avant que les produits ne soient ici, c'est que la zone qui est délimitée est vérifiée et géoréférencée par le chef d'unité d'aménagement qui abrite ce marché. Après ça, il y a ce que nous appelons coupons bleus. Sur les marchés, il y a des coupons qui censurent le déplacement de ces produits vers les grands centres. Donc, ces coupons-là, il y a un montant qui est appliqué à ça. Ce montant, quand c'est reçu, il y a une répartition. Une partie va au trésor public, une partie va vers les communautés à la base et une partie va vers la commune. Donc quand on finit la vente annuelle, là, il y a un temps, les eaux et forêts, même l'État, on peut dire, vient nous assister, il faut une répartition.
Et le village aussi rentre en part à ça, à un sou, quoi. Donc ça, là, ça nous permet d'actionner dans le village. Si le village a quelque chose, une difficulté, on peut prendre ça pour mettre à la disposition du village. Par exemple, cette année, c'est avec ça qu'on a mis certains lampadaires que vous voyez derrière pour pouvoir au moins alimenter le dépôt les nuits, ce qui va aider le gardien de circuler sans peur. L'année passée, ce qu'on a eu comme sous, on a fait un forage. Acteur clé de la gestion des ressources forestières, les communautés locales bénéficient de l'accompagnement du pouvoir central à travers la Direction générale des eaux, forêts et chasse. En retour, elles sont amenées à assurer la durabilité de l'exploitation. Parmi les options mises en place pour assurer un meilleur plan de gestion des forêts, vient en tête la cogestion. Parlons de la cogestion pour être maintenant direct dans si on doit faire une caricature de ce que c'est que la cogestion. Il faut dire que lorsque nous sommes en train d'aménager une forêt, nous gérons avec les populations. Parce que nous avons de grosses forêts, mais l'effectif du personnel forestier ne permet pas de couvrir l'étendue de toutes les forêts. Ce qui fait que c'est comme si nous faisions une gestion par délégation d'un certain nombre d'activités avec les populations qui entourent ces forêts. Ce qui fait que nous passons d'abord par les étapes de sensibilisation pour que les populations puissent savoir que la forêt est aussi là pour leur bien-être. Et donc, lorsque tout ceci est fait, il y a maintenant que des comités sont formés au niveau des villages qui entourent les forêts. Et des villages qui entourent les forêts, on a un certain nombre de comités et on finit par avoir une administration de cogestion qui est constituée des représentants de chaque village entourant les forêts. C'est pourquoi on parle de structure de cogestion. Comme nous travaillons en cogestion, nous avons des groupes qui sont identifiés par les structures de cogestion et ces groupes-là étaient déjà des gens formés et aptes à exécuter ces genres d'activités. Ces gens qui sont identifiés sont constitués en groupements. Et avec ces groupements, on signe une convention avec la structure de cogestion qui les parraine. Au niveau de chaque activité, le forestier est là pour vérifier si techniquement c'est bien et apporter les corrections qu'il faut et faire la réception du travail et répondant techniquement aux normes. Grâce à la cogestion, les espaces forestiers au Bénin ont été plus profitables tant aux communautés territoriales qu'à la population entière, dont le rapport avec les forêts sont profondément améliorés sur toute l'étendue du territoire national. Cette collaboration entre l'administration forestière, nous, mairie et même la COFORMO, je puis dire que ça a été l'option la meilleure, une option éducative. Nous ne mettons pas au cœur de cette collaboration la répression. L'administration communale que nous représentons, l'administration forestière que, à première vue, on ne voit que le pan de la répression, a été intégré dans ce système pour nous aider à faire les sensibilisations au niveau de ces collectivités qui ont mis à disposition les domaines, même les chefs traditionnels quand il s'agit de certaines forêts sacrées, amener ces collectivités parfois même à s'intéresser, à accompagner les activités de reboisement. Bon, la collaboration, je dirais, c'est une bonne collaboration parce que tout ce qui se fait dans la forêt classée, je pense que les communautés sont associées. Rien ne se fait sans eux, rien ne se fait derrière eux. Et les agents des eaux et forêts, toute décision qu'ils veulent prendre, tout ce qu'ils veulent faire, même les interventions dans la forêt, c'est les comités de gestion qui le font. Et même les fonds qu'on envoie
pour les comités de gestion. Ces fonds-là, c'est que c'est dans les comptes des comités de gestion. Maintenant, les eaux et forêts sont là pour les accompagner techniquement pour pouvoir quand même faire tout ce qu'ils doivent faire dans la forêt classée. Sur le terrain, l'administration forestière au niveau décentralisé nous accompagne dans toutes les activités et la Coformo, dans la mise en œuvre des plans d'aménagement, a créé des marchés ruraux de bois. Donc, le travail qui se fait sur le terrain, la délimitation des quotas d'exploitation, le suivi, et la réalisation des plantations, les aspects techniques et même la police forestière dans nos espaces forestiers, nous n'avons pas cette compétence-là. Dès qu'il y a des problèmes, on sollicite l'administration forestière pour intervenir. Et donc voilà comment se fait la collaboration avec l'administration forestière. Il faut nécessairement qu'on associe la population à la gestion de la forêt. Et c'est dans ce sens qu'il a eu ce que nous appelons une structure de cogestion. Et cette structure de cogestion a été pour la première fois des forêts, j'allais dire au Bénin. Ça a été élaboré en 1996 pour le cas de la forêt classée de Tcharo-Turquilero. Entre-temps, la population, quand elle voit le forestier en tenue déjà, donc la population est prise en même temps de peur. Aujourd'hui, avec l'approche participative, il y a eu un brassage, il y a une communion. Donc les forestiers sont devenus des éducateurs, ils sont devenus des techniciens qui apprennent à la population et à travers différentes techniques comment il faut faire ci, comment il faut faire ça à l'intérieur de la forêt. Le suivi écologique et la télédétection sont également de la politique nationale forestière basée sur l'utilisation de la télédétection. Nous avons une direction qui est spécifiquement dédiée à cela. C'est la direction de la télédétection et du suivi écologique, logée à la direction générale des eaux, forêts et chasses, qui fait du bon boulot avec des moyens modestes. Ces activités permettent donc d'intervenir en temps réel pour donner l'alerte et amener les différents responsables à réagir. L'administration forestière a mis en œuvre beaucoup d'outils. Le premier outil, c'est les plans d'aménagement. Tous les écosystèmes forestiers qui ont un superficie donnée sont dotés de plans d'aménagement. C'est le premier outil par excellence d'aménagement et de gestion durable. Et pour que cet outil permette aux populations de tirer et de mettre en œuvre les activités, la télédétection vient soumettre les données et mettre les données à disposition des techniciens pour que ces outils puissent être élaborés. Nous sommes encore là pour mettre les outils de suivi. C'est dans ce sens qu'en 2022, nous avons mis en place le système de suivi écologique de tout le Bénin. Et ce système de suivi écologique comporte environ 42 000 placettes. Ce sont des placettes permanentes mais invisibles. Ce ne sont pas des placettes que nous matérialisons sur le terrain. C'est l'outil collecte qui nous a permis de mettre en place cette placette. Actuellement, nous sommes en train de faire la collecte de données sur ces 42 000 placettes pour nous permettre de mettre en place l'état de référence. À partir de cet état de référence, nous allons faire une seconde collecte au niveau de cette année. Et nous allons voir chaque année, nous allons faire 2 collectes chaque année. Sur cette base, nous aurons des données palpables pour voir l'évolution, la dynamique de l'évolution des écosystèmes au Bénin. Donc voilà une réforme importante. C'est la mise en place du système de suivi écologique. Et pour accompagner ce système de suivi écologique, actuellement, l'administration forestière doit mettre en place une salle d'opération avec la plateforme. La plateforme est l'interface entre les utilisateurs et l'administration forestière. Nous avons la salle d'opération, les matériels sont en cours d'acquisition et à partir de cet instant, tous les usagers, tous les utilisateurs des produits géomatiques peuvent nous demander, peuvent poser des questions dessus les données et nous sommes en mesure de leur répondre instantanément. De nombreux investissements ont été réalisés dans les infrastructures, le matériel roulant et les équipements pour une bonne conduite de la politique forestière du Bénin. Avec le président Talon, nous avons reçu à la DGFC de 2016 à nos jours plusieurs matériels
des matériels roulants, à 2 ou à 4 roues. Nous avons reçu également des équipements de travail pour nous rendre beaucoup plus compétitifs. Nos ressources proviennent principalement de l'État béninois, donc du ministère du cadre de vie, et à travers le ministère du cadre de vie, le ministère de l'économie et des finances, et de façon accessoire, nous avons des ressources qui proviennent de nos partenaires techniques. Alors, ces ressources, d'une certaine façon, nous permettent de financer certaines activités. Et en ce qui me concerne, je vais appuyer sur l'aspect relatif au matériel, aux équipements et également les infrastructures. Nous intervenons dans des zones difficiles, donc il faut des engins, il faut des véhicules. Et nous avons pu, ces dernières années, procéder à des acquisitions qui ont permis d'améliorer les capacités. Et depuis un certain nombre d'années, la direction a procédé à des travaux de réfection, mais également des travaux de construction d'infrastructures au niveau des inspections, au niveau des cantonnements, au niveau des services techniques et même au niveau de la direction générale. Et au titre de la direction générale, en 2023, nous avons réussi à faire des travaux de réaménagement de certains bureaux. Au niveau des inspections forestières, on a eu à construire des logements dans les inspections forestières du Borgou, de la Libori, de la Takora et du Zou. Ces logements ont permis d'améliorer le cadre de vie des inspecteurs des inspections forestières. Et au niveau des cantonnements forestiers, on a construit des logements à Plahoué, à Savé et à Dja. Donc ces réalisations ont permis d'améliorer aussi les conditions de vie, de travail de ces structures. La réalisation majeure que je tiens à souligner, c'est la réfection de l'école nationale des eaux, forêts et chasse à Tofo. Cette école avait été abandonnée pendant un certain temps. Nous avons pu mobiliser les ressources pour la réfectionner. Elle est actuellement en état de fonctionnement et bientôt nous allons recevoir une formation. Cette école accueille exclusivement les formations professionnelles au profit des agents des eaux, forêts et chasse. Une infrastructure, ce n'est pas seulement le zoo, c'est pratiquement dans toutes les inspections du Bénin, les inspections et les cantonnements qui ont bénéficié de ce joyau du gouvernement. Permettre aux cadres d'avoir un local digne et de pouvoir bien travailler. Donc le zoo a bénéficié aussi de ce joyau et on a intégré en 2023. C'est ce que vous voyez derrière moi. Il y a aussi une autre construction qui est au niveau du cantonnement de Dja, qui est aussi qui est au sein de l'inspection forestière du zoo. Donc pour conclure, le zoo a bénéficié de 2 infrastructures. Voilà. Le gouvernement a réalisé la construction du site de l'inspection et ce site est déjà opérationnel et tous les services pourront trouver des places pour bien fonctionner. Il y a assez de bureaux. Également, au niveau du cantonnement, il y a une construction. Le site du cantonnement a été également construit et la commune, c'est la commune de Savé qui est proche. Et cette commune, les services pourront trouver des bureaux pour travailler avec le cantonnement sur ce site-là. Également en cours actuellement au niveau de tous les cellules techniques d'aménagement forestier, les bases vies qui constituent l'essentiel de l'administration pour gérer ces forêts classées sont en construction. Outre celles énumérées, d'autres infrastructures du même type ont été réalisées dans d'autres localités du pays pour la bonne mise en œuvre de la politique forestière du Bénin. La DGFC, dans sa mission, agit sur toute l'étendue du territoire pour la préservation de la biodiversité, englobant à la fois flore et faune. De nombreuses initiatives ont été mises en place et concrétisées pour protéger cet héritage naturel. La gestion de la faune n'est pas du reste dans le processus de gestion durable des ressources naturelles. Il y a eu en février 2021 le vote de la loi CITES qui augmente bien sûr l'arsenal
juridique de notre pays en matière de gestion de la faune. C'est une expérience inédite dans la sous-région et c'est le Bénin qui l'abrite grâce à l'accompagnement de la BAD. Le projet d'appui à la gestion des forêts communales a mis en place 3 ranchs communaux dans les communes de Zobodomé, de Savalou et de Didja. Et ces ranchs sont en cours d'aménagement. À l'heure où je parle, le niveau des aménagements diffère d'un ranch à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'un des ranchs, le processus est beaucoup plus avancé. Je veux parler du ranch de Didja, basé dans la localité qu'on appelle Gbadagba. Comme tout le monde n'a pas la possibilité d'aller voir ce qui se passe au fond nord là-bas, pour avoir une idée, nous avons un projet qu'on appelle PAGEFCOM, entendu par projet d'appui à la gestion des forêts communales, qui est à sa seconde phase. Et ce projet a eu la bonne idée de créer un exemple de parc qui ne dit pas son nom dans le sud. C'est ainsi qu'on a aménagé 3 ranchs. Le ranch de Gbadagba, le ranch de Djaloukou dans Savalou et le ranch faunique de Doumé. Le projet a aménagé les aires en clôturant des milliers, 3000 hectares, 3800 hectares. Et vous imaginez ce que ça fait, c'est un coût. Donc ils ont clôturé tout ça, ils ont mis les infrastructures nécessaires, l'abreuvage, tout. Même ils ont construit des postes forestiers au niveau de chacun de ces ranchs-là pour pouvoir permettre à l'agent forestier d'être sédentaire. La translocation a eu lieu il y a quelques mois seulement et ces animaux sont là et ça permet déjà de commencer par... les animaux ont commencé déjà par mettre bas, la végétation revient de temps en temps, de même que la zone devient aussi giboyeuse. Voilà, on parle du ranch faunique de Gbadagba. Il s'agit d'une aire protégée située dans la commune de Didja, arrondissement de Seto, sur une superficie de 3370 hectares, avec un enclos d'acclimatation couvrant 142 hectares. Les 142 hectares sont clôturés par un grillage et c'est pour servir d'hébergement aux animaux lorsqu'ils seront emmenés d'ailleurs. Il n'y a pas plus tard que quelques mois passés, nous avons bénéficié d'une translocation sur le buffle et les corbes de buffon. On a fait l'installation des salines, l'installation des abreuvoirs. On a tracé des pistes. Pourquoi les salines, pourquoi les abreuvoirs? C'est pour pouvoir permettre aux animaux de pouvoir traverser la période de soudure. Il s'agit de la sécheresse, au moment où il n'y aura plus d'eau, et du pâturage. En tant qu'agent des eaux, forêts et chasses dans le ranch de Gbadagba, nous avons 2 principales fonctions. Premièrement, la lutte contre le braconnage et secondo, la lutte contre le pâturage des bœufs. Il faut dire que nous arrivons à assumer ces missions grâce à la collaboration que nous avons avec les surveillants locaux venant des villages riverains qui ceinturent le ranch faunique de Gbadagba. Il y a eu également des réformes pour la gestion de la biodiversité, entre autres, la création des aires marines protégées et une brigade spéciale. Pour mener à bien ces réformes, la DGEFC adopte une stratégie de travail parfaitement adaptée aux besoins des différents acteurs. Elle se base en l'occurrence sur son manuel de suivi et évaluation. Je crois que nous avons un document fondamental qui est le manuel de suivi et évaluation. Et ce manuel-là décrit les rôles et les responsabilités de chaque acteur dans le système. Donc ce que nous faisons, c'est, les chefs services des autres directions techniques initient des activités. Ces activités maintenant sont coordonnées et mises dans un ensemble et conformément au canevas élaboré à cet effet. Donc c'est ces activités-là que nous mettons ensemble pour en faire le plan de travail de la DGFC. Une fois cette planification est faite, nous passons à l'exécution. Et dans l'exécution, à mi-chemin, nous repartons sur le terrain
pour voir si les activités se déroulent bien, quelles sont les difficultés que les collègues rencontrent pour pouvoir apporter des solutions. Ainsi donc, trimestriellement, nous élaborons, disons, le rapport de suivi et évaluation pour en tirer des leçons de succès et d'échec. Quand le budget est notifié, où chaque secteur connaît à peu près ce qu'il a à faire, nous partons au niveau des inspections pour les aider à faire leur planification. Et toutes ces planifications-là remontent au niveau de la direction générale. On en fait une compilation pour avoir la planification du secteur. Une fois c'est fait, comme je l'ai dit tantôt, périodiquement, tous les 3 mois, on repart sur le terrain pour aller évaluer la mise en œuvre de ce qu'on a planifié au niveau de ces unités déconcentrées. Donc, c'est comme ça ça se fait. Et aussi pour renforcer les chefs de service en charge de suivi et évaluation au niveau de ces inspections, puisque nous sommes censés renforcer les compétences pour qu'ils soient à même de répondre comme il le faut. L'administration est déconcentrée, mais avec les homologues des chefs de service qu'on a au niveau central. Moi, je suis directeur des politiques et études de suivi et évaluation, mais au niveau des inspections, il y a également un chef de service qui est en charge de suivi et évaluation au niveau départemental. Donc, c'est eux qui sont directement notre interlocuteur direct, c'est avec eux. Nous échangeons beaucoup et avec eux, on évalue les activités. L'administration forestière veille à la performance de ses services grâce à des mécanismes rigoureux de contrôle interne pilotés par la direction de l'inspection forestière. Une inspection, c'est d'abord fondamentalement pour le contrôle. Le contrôle pour vérifier la bonne exécution des missions au niveau des structures et des différentes unités de l'administration forestière. C'est pour vérifier si les règles et les procédures sont respectées dans la gestion quotidienne au niveau des structures. C'est pour voir la fiabilité de la mobilisation des ressources forestières. C'est aussi pour voir si les règles d'éthique sont observées au niveau du personnel et également les règles de déontologie. Nous avons des missions de contrôle et d'audit des services forestiers et nous avons également des missions d'investigation. Les missions d'investigation, ce sont des enquêtes que nous opérons à la suite des informations, des plaintes et autres. Je peux me réjouir des résultats que nous obtenons déjà. Il faut dire que de moins en moins nous enregistrons des plaintes des usagers par rapport aux collègues forestiers. Les dernières missions l'IGM et de l'IGF ont vu quand même, ont noté une amélioration de la mobilisation des recettes et de la gestion des crédits délégués qui nous sont alloués. Réagissant aux grandes actions entreprises depuis lors, pour la gestion durable des ressources naturelles, les bénéficiaires et autres acteurs sur le terrain apprécient. Ces derniers saluent chaleureusement la vision éclairée et les initiatives du chef de l'État. Nous tenons à remercier le gouvernement de notre président Patrice Talon. Nous tenons à remercier le ministère de cadre de vie. Nous tenons à remercier l'administration forestière, la DGFC. Nous souhaiterons, si ce projet peut être un peu prolongé, ce serait une grâce pour nous les travailleurs, nous qui ce projet nourrissent. Vraiment, c'est une immense joie que nous manifestons envers le gouvernement et nous demandons que de pareils projets ne cessent d'intervenir dans notre forêt pour son aménagement. Je ne saurais comment remercier l'administration forestière à travers son ministre de tutelle et à travers le gouvernement qui est en place. Parce que grâce à ce gouvernement, nous avons eu beaucoup d'opportunités. Je voudrais remercier l'administration forestière qui ne ménage aucun effort pour nous mettre à disposition de la COFORMO et son accompagnement technique. Son accompagnement technique pour le reboisement de nos plans, l'élaboration de plans d'aménagement et
la veille, le contrôle de l'exploitation de nos ressources. Au nom des populations de Kétou et à mon nom personnel et au nom du conseil communal que je dirige, je voudrais féliciter très sincèrement le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui vraiment est un homme de vision, comme on le dit. Je saisis cette occasion pour remercier le gouvernement pour tout ce qu'il a fait en faveur de l'administration des eaux, forêts et chasses. Et tout ceci qui vise à rendre plus compétitive, plus opérationnelle, en lui donnant les moyens humains et matériels dont elle a besoin. Je souhaite, à la suite de tout ce qui a été dit, que la dynamique qui est en cours au niveau de l'administration des eaux, forêts et chasses se poursuive par rapport au renforcement du personnel et des moyens de travail pour améliorer davantage la compétitivité de l'administration forestière. Passant des conventions internationales au test des lois nationales, les gouvernants successifs œuvrent inlassablement au bien-être des citoyens et l'amélioration constante des conditions de vie à travers une meilleure exploitation des ressources naturelles dont dispose le pays. Régulièrement mis à contribution, les Béninois sont au moins depuis 2016 davantage conscients de la nécessité de prendre soin des ressources forestières. Et cela est bien dû aux nombreuses réformes entreprises par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon et la politique forestière mise en œuvre par l'administration forestière, la DGEFC.